Les débats avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, dans le 10h midi, jusqu'à midi, avec aujourd'hui Michel Taube, bonjour, fondateur du site d'information Opinion Internationale, fondateur d'Ensemble contre la peine de mort, Matteo Ghisalberti, journaliste franco-italien à Fil de Médias, bonjour. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, vous avez publié La France sans dessus-dessous aux éditions Erol, et ça s'arrange pas, c'est un très bon panorama de ce qui se passe. Et Noémie Alioua, essayiste et journaliste pour I24 News, et vous, votre dernier livre qui vient de paraître, Les uns contre les autres, aux éditions du Cerf, et vous racontez vous êtes originaire de Sarcelles et comment Sarcelles a évolué depuis quelques années avec le communautarisme entre autres, et je crois que vous serez chez André Berkoff très bientôt. Absolument, la semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine. C'est le même ordre d'idée quand même. Hein, de quoi? La France sans dessous et les uns contre les autres. Oui, absolument. 66% des Français soutiennent le concept de remigration. Les entreprises françaises doivent-elles quitter la Russie? C'est toujours à l'ordre du jour. Et puis encore et toujours la Corse. Mais Joseph Ruiz est là pour le zapping de la présidentielle. Sud Radio, le zapping de la présidentielle. On est à J-16 du premier tour de l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Nathalie Arthaud et Jean Lassalle étaient réunis hier sur le plateau de France 2 pour l'émission Élysée 2022. Et Valérie Pécresse d'ailleurs était-elle à distance car atteinte du Covid-19. La guerre en Ukraine a bien évidemment été au cœur des nombreux échanges. Jean-Luc Mélenchon, lui, a assuré qu'il avait tout vu avant tout le monde. En vérité, je suis le seul qui ne s'est pas trompé. Car il y a 10 ans que j'annonce que ça va mal finir en Ukraine. Et je vous garantis que j'ai du mérite, parce que pendant 10 ans, aucune émission ne s'est intéressée à la question. Et la fois où j'ai dit, il va y avoir, ça va mal tourner, le journaliste m'a dit, mais vous parlez au figuré ou au propre? Alors, puisque vous me parlez de cette émission, vous ne m'avez pas demandé si c'était un autocrate, vous m'avez demandé si c'était un dictateur. Ce qui n'est pas tout à fait... autocrate ou démocrate, si vous voulez. Monsieur Mélenchon. Entendu. Et vous n'aviez pas répondu. Et là, vous dites autocrate rugueux. Vous avez changé. Voilà. Bon, ce passage a été forcément remarqué et certains y voient un peu de contradiction avec quelques sorties de Jean-Luc Mélenchon ces dernières années, en 2014, 2016, 2017, Florilège. Gardons-nous d'aller en rajouter sur le Disneyland habituel, le méchant monsieur Poutine d'un côté et les très gentils gouvernements de Kiev qui sont tout de même des gens aussi féroces qu'on peut l'imaginer. Après tout, ce sont quand même des néo-nazis pour une partie d'entre eux. Poutine, est-ce que vous êtes pour ce qu'il est en train de faire en ce moment en Syrie? Oui. Ah bon? Il fait quoi là en Syrie? Je pense qu'il va régler le problème. Enfin, vous ne croyez pas? 80% des frappes de Poutine ne concernent pas Daesh, l'État islamique, mais concernent les rebelles. Oui, bien sûr. Oui, ce n'est pas vrai. Il n'est pas vrai que la Russie soit une menace pour la paix du monde. C'est un mensonge. C'est un acte de propagande destiné à justifier un projet politique en Europe. C'est la construction, comme idéal européen, après le Brexit et après l'échec de tout le reste, d'un bavardage qui est appelé Europe de la défense, qui est entièrement construit sur l'idée qu'il faut se regrouper face à une menace qui, à mes yeux, n'existe pas. Aïe, 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 ouais, le placard à Comment on s'en sort là? Je sais pas, un commentaire. Non, c'est assez fou de voir à quel point il s'est trompé et surtout à quel point aujourd'hui il ne veut pas l'admettre. Il continue de dire qu'il suit sa ligne qu'il a toujours suivie. On voit bien qu'il a complètement retourné sa veste. Et c'est un peu triste de voir que finalement les politiques ne peuvent pas accepter de dire oui, je me suis trompé. Oui, je me suis trompé. Voilà, tout simplement, c'est ce qu'on attendrait de lui, mais on voit qu'il n'en est absolument pas capable. Oui, non, mais c'est vrai que c'est assez... mal informé au moins. Oui, c'est assez cruel. Michel, il y a un commentaire? Moi, je pense que, de toute façon, Jean-Luc Mélenchon, il a beau être populaire à gauche, il est lui-même un autocrate en puissance. Il suffit de voir quelles sont les sympathies qu'il a pour certains dirigeants, Chavez au Venezuela et son successeur Maduro. Voilà, donc Mélenchon, il a beau être un beau parleur, avoir, paraît-il, un certain talent, c'est un autocrate en puissance. Et tout simplement, je trouve véritablement que ce son révèle très bien sa duplicité. Et encore une fois, c'est goût pour certains dirigeants de ce monde. Deuxième extrait. Et du coup, lors de cette soirée présidentielle, il a été question de guerre en Ukraine, de diversité. Pas encore tout à fait. Enfin, cette soirée, soirée président, vous avez raison. Ce qu'on appelle des débats, des émissions. C'est vrai que ça change un peu. Il a été question de guerre en Ukraine, de diversité énergétique, de pouvoir d'achat, des thèmes présidentiels très importants et un thème surprise qui s'invite depuis 2 jours sous l'impulsion de
Sandrine Rousseau, les tâches ménagères à la maison. Et Fabien Roussel a bien été obligé d'avoir une réponse présidentielle à propos de la vaisselle à la maison. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de Sandrine Rousseau de créer un délit de non-partage des tâches domestiques? Je ne suis pas pour soutenir cette proposition, je ne suis pas pour la punition, je suis plutôt pour l'éducation. Je suis d'accord sur le problème qui est posé, c'est politique, c'est un patriarcat qui pèse fortement encore dans notre société française, et donc ça passe notamment par l'éducation, et je préfère moi investir dans l'éducation, dans d'autres réformes que celle-là, la punition, et donc créer un délit dans les couples. Je suis pas favorable. Génial, génial, je porte plainte au non-partage des tâches ménagères. Je suis sûre que les femmes qui nous écoutent... Vous allez voter pour Sandrine Rousseau? Voilà. Mais Sandrine Rousseau, elle ferait mieux de s'occuper beaucoup plus sérieusement de ce qui se passe en Afghanistan, parce que moi j'en ai ras-le-bol des femmes qui se plaignent en France, alors que les petites filles ont été renvoyées chez elles, ne sont pas éduquées, et on a une Sandrine Rousseau qui veut créer un délit de non-partage des tâches ménagères. C'est la honte du féminisme. J'attends de la voir vraiment engagée dans l'éducation, comme disait aussi son copain. Pitié. Non mais attention, dans l'éducation des hommes, des mâles, comme on les appelle, comme on nous appelle, parce que je veux vraiment voir les mouvances un peu comme ça, près de l'islamisme ou de cette mouvance un peu, comment dire, extrême, que ne sont pas très loin de la mouvance politique de Sandrine Rousseau. C'est faire éduquer par elle à faire la lessive, faire la vaisselle, s'occuper des enfants. Mais c'est une comique. Parce que moi, je vois seulement de plus en plus de femmes voilées, même dans les centres de Paris. Donc, je me pose des questions, tout simplement. Est-ce que c'est le moment de parler d'un délit Non, mais en plus, c'est une comique. C'est stupide. On a Philippe David qui a fait un tweet et qui me l'envoie. Chérie, tu as fait pipi sur la lunette des toilettes et tu n'as pas essuyé. Je pars au commissariat. Et toi, tu as laissé les cheveux boucher le siphon de la douche. Je pars à la gendarmerie. Au pays de Sandrine, il va falloir multiplier par 10 le budget police-justice. C'est un peu ça. Oui, Michel, pardon. Non, mais trêve de plaisanterie, c'est extrêmement grave. Ça veut bien dire que Sandrine Rousseau, encore une fois, comme elle va finir chez Jean-Luc Mélenchon, faut quand même rappeler qu'elle a été exclue, elle et ses équipes, de la campagne de Yannick Jadot. Elle a été exclue il y a 15 jours. Parce que c'était devenu insupportable pour Yannick Jadot de porter un projet écologiste pas trop culpabilisateur, un petit peu libéral, mais pas trop. C'était devenu insupportable. Ensuite, sur le fond, c'est une idée extrêmement grave. Enfin, je sais pas. Elle veut rétablir une police des mœurs privées. Elle veut que les autorités publiques entrent dans la vie privée des gens. Enfin, c'est vraiment totalement totalitaire comme idée. Évidemment qu'il faut une égalité dans les tâches ménagères, mais ça ne concerne pas une loi. Il faut arrêter de. En tout cas, je ne sais pas dans quel monde elle vit, parce qu'il y a beaucoup de messieurs qui font tout sans avoir besoin d'être. C'est quand même d'un niveau. Enfin, poser la question. Mais je suis d'accord, c'est extrêmement grave. Il faut prendre vraiment ça au sérieux, parce que c'est vraiment la judiciarisation de la vie privée. Et on le voit déjà, par exemple, avec des gens qui vont porter plainte parce qu'il y a eu un tweet sur eux qui ne leur a pas plu, qui vont porter plainte avec diffamation, etc. On voit que ça fonctionne. C'est-à-dire les tribunaux doivent se charger d'affaires complètement absurdes de plus en plus, alors qu'ils ont quand même mieux à faire eux aussi. Donc il faut prendre ça au sérieux, et c'est très dangereux. Une seconde, j'aimerais bien, s'il y a des auditeurs qui s'opposent, je peux pas penser une seconde qu'il y a des gens qui trouvent ça sérieux. Allez, on marque une pause, c'est l'heure du journal, il est bientôt 11h et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio avec vous. Les débats avec vous, l'actualité commentée aujourd'hui par Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, et vous avez publié La France sans dessus-dessous aux éditions Erol. Noémie Alioua, essayiste et journaliste pour i24 News, votre dernier livre Les uns contre les autres est paru aux éditions du Cerf, et vous serez la semaine prochaine une des invitées d'André Berkoff. Michel Taube, fondateur du site Information Opinion Internationale et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort, et notre Italien préféré, Matteo Ghisalberti, journaliste franco-italien. Je crois que maintenant, voilà, vous avez même les lunettes de soleil. Oui, mais pourquoi parce que je dois. J'ai les yeux gonflés par les larmes, parce que l'Italie ne s'est pas qualifiée au championnat du monde de foot. Hier soir, elle a été battue par la Macédoine du Nord, à laquelle
je rends mes honneurs parce que si une équipe comme celle qui est championne d'Europe, c'est-à-dire l'Italie, n'a pas réussi à marquer un but pendant 91 minutes, c'est qu'elle ne méritait pas. Voilà. Elle méritait pas. Mais c'est vrai que pour aller un peu plus loin, pour faire une espèce de raisonnement philosophique, cela nous apprend à ne pas donner les choses pour à pas prendre pour acquis. Voilà. Ils ont mal joué. Ils n'ont pas joué, à mon avis. Oui. Mathéo. Michel Taube. Est-ce que je peux vous donner une raison quand même Vas-y. Pour vous consoler un tout petit peu. Au moins, vous n'irez pas au Qatar. Voilà, c'est ce que vous n'irez pas au Qatar. Puisque c'est au Qatar, au mois de novembre, vous ne participerez pas à une gabegie environnementale et sociale. Et humaine. Bravo Michel, bravo. Et voilà, mais bon, c'est vrai que la Coupe du Monde sans l'Italie, c'est pas tout à fait la Coupe du Monde. Non, alors ce qui sera intéressant de voir, c'est qu'effectivement les sponsors, comment ils vont réagir à cette situation, vu que de toute façon il n'y aura pas non plus la Russie pour les raisons qu'on connaît. Mais c'est vrai que dans mon raisonnement philosophique, je voulais arriver effectivement à cette chose. Au moins, nous n'aurions pas des problèmes à ne pas aller dans un pays où le gouvernement est plutôt fricote un petit peu avec les frères musulmans. Donc les frères musulmans qui font des choses qui sont pas toujours aussi en ligne avec la politique de la France ou le bien-être des soldats français ici et là dans le monde. Donc c'est quelque chose qu'à la limite c'est pas plus mal. Mais bon, je pense aussi à tous les Italiens et à tous les petits Italiens qui n'auront pas un rêve de championnat du monde. Mais je remercie aussi les amis français qui ont été très délicats, qui m'ont pas charrié ce matin. Voilà, vous êtes avec vos lunettes de soleil, vous cherchez un peu. Maintenant. Allez, vous pouvez retirer, vous allez vous remettre quand même. Michel Taube, coup de cœur. Alors, un coup de cœur. Finalement, en regardant de près, je ne sais pas si c'est un coup de cœur, mais on a appris ce matin par l'INSEE que 48 700 000 électeurs français, pas que des Français, j'en parlerai à la fin, je reparlerai à la fin des Italiens, de nos amis italiens, mais 48,7 millions d'électeurs sont inscrits sur les listes électorales. Et comme vous savez, cette année, on avait jusqu'au 4 mars, qui était vraiment inédit dans l'histoire des élections en France, pour s'inscrire, se réinscrire, se désinscrire des listes électorales. Et en fait, il apparaît qu'en un an, il y a 850 000 inscrits de plus sur les listes électorales qui donc vont pouvoir, s'ils décident d'aller voter, aller voter. Et c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Alors après, il faut quand même ça pourrait laisser espérer que finalement les Français vont être plus nombreux que ce que les sondages nous annoncent à aller voter le 10 avril. Mais vous êtes optimiste, c'est pas du tout ce que ressentent les sondeurs. Exactement, mais vous savez que moi, les sondeurs, je suis un petit peu philosophiquement et politiquement un petit peu comme Ouest France, non pas en guerre, mais très sceptique sur la sondabilité de nos concitoyens. Vous n'en avez jamais commandé, vous, de sondage ? Pardon ? Vous n'en avez jamais commandé, vous, de sondage ? Alors, j'en ai commandé une fois à l'IFOP, c'était il y a 3-4 ans, et après j'ai arrêté. Et je pense que la position de Ouest France, et je pense que ça me permet de rappeler la position de Ouest France, quand même, qui n'est pas un petit journal comme le mien, Ouest France, qui refuse depuis maintenant presque 6 mois de commenter les sondages dans sa rédaction. Et c'est une position qui, je trouve, courageuse et je trouve honnête vis-à-vis des électeurs. Juste pour terminer, donc il y a 850 000 inscrits de plus qu'il y a un an. Donc c'est une poussée assez importante. Elle est due notamment à 2 raisons. La première, c'est que beaucoup de nos concitoyens ont pu se réinscrire ou déplacer leur bureau de vote suite à des déménagements en ligne sur Internet. Il y a plus de 2,1 millions de Français qui ont fait les démarches sur Internet. Et je regrette qu'il n'y ait pas la possibilité de voter par Internet parce que ça aurait permis d'avoir une plus forte participation aux élections comme c'est le cas dans de très nombreux pays aujourd'hui. Et le deuxième point qui est en revanche peut-être une raison plus négative, c'est que on le sait très peu, mais désormais
nos concitoyens jeunes qui ont 18 ans sont automatiquement inscrits sur les listes électorales. Ça, c'est bien. C'est peut-être l'explication de cette inscription. Ouais. Donc, il y a 650 000 jeunes qui, en un an, ont été inscrits d'office parce qu'ils ont eu 18 ans. Donc, je ne sais pas si ces jeunes, je suis sûr qu'ils sont très nombreux à écouter Sud Radio, je ne sais pas s'ils savent qu'ils ont été inscrits automatiquement sur les listes électorales, mais là, ils ont 10 jours, 15 jours pour se décider ou non à aller voter le 10 avril. Écoutez, on verra, on fera le point, on ne va pas faire Madame Irma, mais sur le fait de voter. Juste, je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, enfin, ça n'a pas valeur de sondage, mais qui ne savent pas et qui n'ont pas envie d'aller voter et qui disent qu'ils vont s'abstenir. Et c'est quand même la grande crainte de ce sondage. Sophie. Oui, et c'est vrai. Et là, je tiens entre les mains une petite bouteille blanche, en évidemment quelque chose de recyclable, forcément. Votée, qui est offert par le ministère de l'Intérieur. Voilà, aux neuves, responsable par nature. Voilà, donc nous sommes partenaires. Bon, alors je ne vais pas critiquer, mais je pense que c'est payé effectivement. Enfin, c'est le ministère de l'Intérieur qui a pris cette initiative, c'est Marlène Schiappa. Et je pense que quand on parle de consommation toute la journée, qu'on nous bassine sur tout ce qu'on doit faire, qu'on doit plus acheter le moindre nouveau t-shirt, etc. Je veux dire, c'est souvent paradoxal. Je suis une femme de communication, je suis pour la promo, je suis pour la pub, etc. Je suis pas certaine qu'en cette période terrible, où il y a des gens en plus, où la pénurie menace partout, il fallait faire des petites bouteilles ravissantes par ailleurs pour inciter à voter. Oui, non, mais tous les moyens sont bons, j'ai envie de vous dire. Hein. Oui, on aurait pu par contre mettre. Tous les moyens sont bons. On aurait pu mettre cet argent, par exemple, pour renforcer encore plus la possibilité de s'inscrire sur les listes électorales par Internet. Il y a eu des campagnes. Oui, mais encore une fois, je me permets de faire dans un pays un peu mal organisé comme celui où je suis né et qui n'a pas été qualifié au championnat du monde, l'Italie. Par exemple, on peut s'inscrire aux listes électorales si on arrive au bureau de vote et on constate qu'on n'est pas inscrit, on peut aller à la mairie et le fait le jour du vote. Donc, alors, allez-y. Juste, je voulais dire une dernière chose pour Mathéo. Sur les mêmes chiffres de l'INSEE ce matin, on apprend, parce que vous savez que les élections locales et régionales, les ressortissants européens qui vivent en France peuvent voter. Et en fait, on apprend qu'il y a 110 000 Portugais inscrits sur les listes électorales en France et 52 000 Italiens, dont vous êtes 52 000 en deuil minimum, mon cher Mathéo, aujourd'hui. Mais encore une fois, vous allez vite rebondir. Je pense qu'il y a toute l'Italie, ça c'est en France. De l'autre côté Sophie, un coup de gueule. Ah oui, un coup de gueule. Vraiment, et c'est un coup de gueule. J'ai été alertée par une infirmière formidable qui habite Chamonix, Béatrice Gramont, et qui est infirmière libérale, il y en a très peu. Quel que soit le temps, elle va s'occuper des gens s'il y a de la neige, etc. Et qu'est-ce qu'ils viennent de faire? Ça, c'est la France sans dessus-dessous. Ils viennent de revenir sur la facturation des indemnités kilométriques en Haute-Savoie des infirmières libérales. La caisse d'assurance maladie qui a décidé que lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du professionnel de santé ne sont pas situés dans la même agglomération et lorsque la distance qui les sépare est supérieure à 2 km en plaine et 1 km en montagne, les frais de déplacement sont remboursés sur une base kilométrique, euro-kilométrique. Eh bien, on vient de requalifier. C'est-à-dire que la Haute-Savoie, finalement, c'est pas une zone de montagne, parce que ça doit être un peu plat. Il y a un moment, il y a des routes plates. Et on a baissé, c'est ça qui est important, ce qu'il faut retenir, on a baissé l'indemnité kilométrique. Moi, je trouve que ces femmes qui bossent, qui sont à leur compte, qui sont des gens sur lesquels on compte, qui sont des professionnels de santé, au moment où le pétrole monte, au moment où on a des problèmes de niveau de vie, de pouvoir d'achat, je trouve que c'est scandaleux. Et alors, la façon dont ça a été décidé, c'est vraiment la France sans dessus-dessous. C'est-à-dire qu'il y a eu des concertations, il y a eu des lettres fournies par la Haute-Savoie pour indiquer la dérogation. Il y a eu alors tout le poids de l'administration et des normes et des règles. Je vais vous donner la parole dans un instant, Noémie. Juste citer quand même le tweet de Mila hier qui rappelle qu'un Tchétchène
l'a menacé de mort. Je m'appelle Saïd, je suis tchétchène. La France m'a accueilli avec ma famille en 2013. J'ai préparé un plan pour tuer une mécréante française qui a mal parlé d'Allah. Je me suis fait choper. On m'a juste dit c'est pas bien. Depuis, je suis tranquille, tout va bien. Mila qui collabore avec Field Media. Voilà, Mila qui... D'accord, vous avez raison de le dire, mais il a été mis en examen, laissé en liberté, placé sous contrôle judiciaire. Certes, il a 17 ans. Néanmoins, on peut quand même s'interroger de savoir pourquoi... On s'interroge, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on en fait? On remarque encore une sorte de laxisme judiciaire. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que les gens on va ont plus vous dire, peur. on peut pas mettre tout le monde en prison. Il a 17 ans. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, je pense qu'il faut mettre en place des mesures qui font un peu plus peur que ça. Oui, c'est-à-dire parce qu'en plus il répond et il nargue, c'est-à-dire qu'il dit je l'ai menacé de mort, on m'a arrêté, puis on m'a dit c'est pas bien, retourne. Vous avez eu ça avec d'autres affaires. On parlait récemment des Prosemour qui ont été aspergés d'essence, etc. Et les agresseurs se sont retrouvés avec un petit stage de citoyenneté. Donc là c'est le vrai problème, je pense, c'est celui de la justice qui n'est pas suffisamment dissuasive, en fait. Alors que la justice soit pas dissuasive, c'est une chose, mais moi je prétends que la seule solution pour des mineurs, c'est de faire des camps à l'américaine. Je veux dire, quand ils seront levés à 5h du matin, qu'ils auront fait des pompes, qu'ils auront fait leur lit au carré. C'est tout bête. Il y a des centres fermés pour les... En tout cas, c'est sûr que l'armée, sur le coup, permettait justement de faire de ces enfants un peu déstructurés des adultes. Apprendre aussi à manier les armes, encore mieux qu'ils peuvent apprendre dans certains milieux. Attention. Non, j'ai pas dit armée, j'ai dit que discipline. Oui. Noémie, un coup de cœur. Oui, c'est un petit coup de cœur. Vous savez, hier, j'écoutais le discours de Macron à l'issue du sommet de l'OTAN sur la crise ukrainienne, et il a dit que la France, il a d'abord expliqué que la Russie était asphyxiée par les sanctions, qu'elle était en défaut de paiement. En bref, que selon lui, en tout cas, les conséquences se font déjà ressentir en Russie, les conséquences de toutes ces restrictions et de toutes ces... Et de tout ce qui a été, de toutes ces sanctions, mais surtout il a expliqué qu'il y avait une grave crise alimentaire qui allait arriver. Je cite, une famine inéluctable, notamment en Afrique et au Moyen-Orient d'ici 12 à 18 mois. C'était très précis, j'ai trouvé ça effrayant. Et il a expliqué que la France était à l'initiative d'une initiative de solidarité. Il appelle ça le plan d'urgence pour la sécurité alimentaire, et il va y avoir très concrètement une augmentation des stocks pour aider ces pays dépendants. Il va s'agir aussi d'accroître la production pour essayer de faire en sorte que ces pays qui vont tout droit sinon directement vers une famine énorme, qui puissent être aidés. Il va s'inspirer des méthodes qui ont été mises en place pour le Covid, parce qu'il y a eu aussi des éléments de solidarité, et c'est plutôt bien. Et j'ajoute à ça un petit coup de gueule, ces scènes que vous avez sans doute dû voir, ces vidéos avec ces Russes qui se ruent dans les supermarchés parce qu'il n'y a plus de sucre. C'est effrayant. Les Russes aussi vont devoir payer toutes ces restrictions. C'est vraiment, et on en reparlera tout à l'heure avec le devoir ou pas des entreprises. Cette question de la faim, en tout cas, il me semble très importante dans cette crise. On va en parler dans un instant. Et puis, tiens, juste aussi un coup de cœur pour tous ces gens qui fuient avec leurs animaux. C'est-à-dire quand on pense qu'en France, on est le pays où il y a, en Europe, où on abandonne le plus ces animaux, ces images terribles de ces gens qui ont leurs chiens, leurs chats, des énormes chiens parfois dans les bras. Vous allez me dire, c'est peut-être dérisoire par rapport pas du tout dérisoire, à la tragédie de ce que vivent les gens, mais ça dit des choses aussi de l'humanité et de ces gens, et que les connards qui abandonnent leurs animaux en prennent de la graine. Voilà. Allez, on se retrouve dans un petit instant avec vous sur Sud Radio. On va parler de ces entreprises. Doivent-elles quitter la Russie ou non? Débat. Les débats avec Michel Taube, Matteo Ghisalberti, Sophie de Menton et Noémie Alioua. On va parler de ces entreprises françaises qui sont entre le marteau et l'enclume, si je puis m'exprimer ainsi. Emmanuel Macron a fait du en même temps le choix de ne pas choisir. Il a confirmé qu'il laissait la possibilité aux entreprises françaises non concernées par les mesures occidentales prises contre la Russie de maintenir leur activité dans ce pays. Il a dit très exactement: je souhaite que toutes les
entreprises qui opèrent dans des secteurs sous sanction et avec des partenaires sous sanction respectent ce que la France décide. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire exactement. Il dit ma position est de laisser les entreprises décider par elles-mêmes. C'est le choix des dirigeants, etc., etc. C'est vrai qu'il y a Renault, Auchan, Leroy Merlin et d'autres qui sont toujours là-bas. Zelensky a exhorté ces entreprises à cesser en disant qu'ils étaient les sponsors de la machine de guerre de la Russie. Mais on voit ce qu'évoquait Noémie Ayoua. Ce sont des entreprises qui se vendent, qui sont implantées là-bas. Alors Sophie, vous avez fait un communiqué. J'ai fait un communiqué qui a été repris quasiment mot pour mot par le MEDEF. Hein. Absolument, mais le MEDEF est très bien. Il suit très très bien ce que dit Éthique. Voilà. Et c'est bien parce que dans le domaine des entreprises, il n'y a pas la guerre de politique. C'est-à-dire que. Mais Geoffroy Roux est assez sympa pour ça parce que une fois il m'a dit t'as complètement tort, etc. 3 jours après il m'a dit non t'as raison. Bon, c'est bien. Mais ça, parenthèse parce que j'ai été voir l'ambassadeur d'Ukraine parce que c'est un réflexe que j'ai eu et il m'a semblé que il y a beaucoup de gens qui auraient pu l'avoir. Nous le recevons au sein du mouvement éthique le 1er avril et c'est pas une blague hélas. Et j'ai été très étonnée par la position de l'ambassadeur d'Ukraine qui m'a dit mais madame est-ce que vous comptez être le dernier pays avec des entreprises chez nous? Enfin bon, bien l'ukrainien. Oui, l'accent. Attention parce qu'on peut vous accuser il était assez sévère par rapport à ça. Et moi, les bras ballants, parce que je pense, et il faut être très nuancé sur ce sujet. Oui, c'est très compliqué. C'est très pas compliqué. C'est pas noir et blanc, et c'est bien, c'est pas bien. Il y a des implications extrêmement lourdes et importantes sur le long terme. Et vous venez de dire qu'il y a des gens qui commencent à se jeter sur le sucre en Russie, mais au-delà de ça, une entreprise, et j'ai un mouvement qui s'appelle Éthique, elle a un devoir d'éthique, elle a un devoir de responsabilité sociétale, sociale, environnementale. Mais comment vous faites le choix? Parce que l'éthique, on a eu ce débat avec Éric Revel, il dit l'entreprise n'est pas état moral. Pas immorale, elle est amorale. Elle n'est pas supposée avoir... Oui, mais enfin, quand vous vous appelez éthique, il y a effectivement un nombre de considérations aujourd'hui environnementales, éthiques, etc. Alors, je vais vous répondre parce que c'est une question que nous nous sommes tous posées. Il y a 2 choses. Premièrement, nous sommes des entreprises libérales. Donc, nous considérons qu'il faut qu'on nous fiche la paix. Et que, en particulier, l'État qui, en temps de paix, nous dit qui on doit envoyer en télétravail et comment on doit acheter des masques et non, on n'a pas le droit de tester nos salariés. Alors là, ils veulent gérer nos entreprises toute la journée. Par contre, en temps de guerre, ils s'en lavent les mains. C'est Ponce Pilate. C'est-à-dire que... Oui, mais vous auriez préféré qu'on vous impose, qu'on vous dise, vous quittez la Russie? Je vais répondre rapidement parce qu'on va faire tourner la parole. Mais c'est quand même... Je le vis là tous les jours. Donc, on a des boîtes. Il est évident qu'il y a un état de guerre. Alors maintenant, on n'a pas le droit d'utiliser le mot. Le président de la République ne le veut pas. Le ministre des Finances s'est fait engueuler parce qu'il avait entendu. Mais dans les faits... Donc, mais nous sommes tous, nous, chefs d'entreprise, terriblement partagés. On a envie de soutenir l'Ukraine. Mais il y a aussi des milliers de salariés. Il y a des milliers de gens qui vont... Il y a le président de la République qui, en même temps, va faire un plan pour le soutien de la faim dans le monde. Il y a le gaz et le pétrole. Les malheureux, Total s'est fait insulter. Donc, c'est très compliqué. Je pense que... Voilà, j'ai fini. Donc je pense que le président de la République aurait dû dire, donner une consigne en disant « Je souhaite que les entreprises de France se retirent dans une période de temps, dans la mesure où elles le peuvent, et il n'y aura pas de quoi qu'il en coûte. » Parce qu'il faut faire très attention, parce que de quoi a peur le gouvernement? Il a peur que s'ils nous disent « Quittez le pays », on dit « Ok, c'est combien ça va se chiffrer en milliards d'euros. Je pense en tout cas que cette attitude d'imposer à des entreprises de quitter un pays, soit on le fait pour tout le monde, par exemple aussi, avec le fameux Qatar dont on parlait tout à l'heure, ou soit on s'accorde et on comprend, on s'assoit un petit peu, on laisse passer un petit peu l'émotion. Parce que forcément, on est tous à côté de la population ukrainienne qui est bombardée par l'armée russe, mais nous ne pouvons pas non plus oublier les Russes qui n'ont rien demandé aussi, première chose, et qui n'oublions pas aussi que si on quitte le pays, on laisse de toute façon des sites productifs à potentiellement un ennemi, donc la technologie, etc. D'accord, pour la voiture, c'est pas la technologie pour envoyer les roquettes sur la Lune, mais quand même, c'est quelque chose. Et puis, ça n'aide pas la paix.
parce que de toute façon, quand on dit un co-belligérant, si on veut dire comme ça, qu'on lui enlève tout même les ressources économiques, on risque de ne pas favoriser la paix, pardonnez-moi. Et bien sûr, il faut des embargos, il faut travailler d'une façon très fine, mais sans faire des déclarations de va-t-en-guerre depuis son canapé. Parce que moi, j'ai entendu aussi beaucoup de ministres, honnêtement, dire des choses qui ne sont pas vraiment autre chose que de l'huile sur le feu. Non seulement en France, d'ailleurs. Mais si on veut la paix, on doit effectivement être déterminé à faire tout ce qui est possible pour éviter que d'autres souffrances continuent à. Alors, Dan, ils vous répondent oui, mais on n'a pas d'autres forces que les sanctions économiques. Je dis la dernière chose. On parle d'entreprises privées. Oui, la dernière chose, n'oublions jamais une chose, que le robinet de gaz et du pétrole est dans les mains de Poutine. Alors, c'est dans les mains aussi de l'Allemagne. Alors, vous répondrez, Noémie Alioua et Michel Taube, dans un instant. Petite pause, petite page de pub. Et vous pouvez réagir également, 0826 300 300, à tout de suite. Les débats avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, évidemment au cœur de l'actualité, ces entreprises françaises qui sont toujours en Russie. Le gouvernement, le président de la République hier leur a laissé le choix. Michel Taube, pardon, Noémie, peut-être voulait réagir d'abord. Oui, très concrètement, en fait, il faut écouter les arguments de ceux qui décident de rester. Alors Renault a dit qu'il quittait, mais Leroy Merlin, c'est intéressant, ils ont publié un communiqué et ils ont dit des choses très simples. Premièrement, 56 000 personnes travaillent en Russie avec leur famille. C'est des Russes qui n'ont rien demandé, qui n'ont peut-être pas on va vous dire à que les payer Ukrainiens n'ont rien demandé non plus. Bien sûr, non, mais dans les deux côtés, la population n'a rien demandé. Donc on va mettre 56 000 personnes au chômage avec leur famille si on décide de fermer le site de production. Autre chose, il a dit que inéluctablement, Leroy Merlin a affirmé dans son communiqué qu'il y aurait une faillite. Donc qu'est-ce qu'on va gagner à propulser une énorme entreprise française à la faillite avec des gens qu'on va mettre au chômage, des dizaines de milliers de personnes. Et troisième argument qui est quand même le plus fort, et vous l'avez évoqué, c'est le fait que ces sites-là vont ensuite être nationalisés par la Russie de toute façon et réutilisés. Donc qu'est-ce qu'on va gagner nous à mettre des gens au chômage? Et cela ne veut pas dire qu'on est pro-russe, pro-Poutine, etc. Au contraire, bien sûr qu'il faut prendre des restrictions dures, mais il faut réfléchir intelligemment et prendre des mesures qui comptent et qui ont un effet concret et qui soient. Oui, parce qu'il y a des. Alors attendez, Michel Taube n'a pas parlé. Sophie, vous parlerez après. Michel Taube. Alors, moi je suis bien sûr que tous ces arguments sont pertinents, mais il y a quand même deux problèmes. Le premier, c'est que l'ensemble de l'Union européenne a pris une décision politique. On peut la désapprouver, mais elle a été prise. Elle a été puissante, elle a été très forte. Elle est un message politique majeur qui est envoyé à Poutine. Je ne comprends pas que certaines entreprises se considèrent comme étant exonérées j'ai envie de dire, de ce patriotisme européen. On peut ne pas être d'accord. Tu as vu l'Allemagne. C'est une obligation. Michel, les entreprises, ça ne veut rien dire. Les entreprises, ça ne veut rien dire. Selon que vous Michel a partiellement raison quand même. Mais attendez, j'ai pas fini. J'aimerais réagir. D'abord, j'ai beaucoup apprécié la petite formule qui est passée très vite de Sophie, qui a dit le malheureux total. Vous avez dit, chère Sophie, j'ai trouvé ça extraordinaire. Le malheureux total. Non, moi j'aimerais parler du groupe Muliez. Le groupe Muliez est propriétaire de Decathlon et de Leroy Merlin. Des entreprises de cette taille, qui est quand même un groupe gigantesque, c'est Auchan, c'est une multinationale française. Je voudrais donner l'exemple de ce qu'ont fait toutes les entreprises américaines et de très nombreuses entreprises européennes de la taille, par exemple, d'un Ikea, ont décidé de se retirer de Russie et de continuer, parce qu'ils en ont les moyens, à continuer à rémunérer leurs salariés russes, leurs collaborateurs russes, et de maintenir, certes en survie, mais de maintenir la situation sociale de tous ces salariés. Donc quelque part, je trouve quand même, je comprends, c'est plutôt bien de garder des ponts et des relations, mais il y a une décision européenne, nous sommes en guerre, et je rappelle qu'Emmanuel Macron lui-même a parlé de guerre. Il n'a pas dit que c'est la France qui est en guerre, mais il a dit qu'il y a une guerre. Sauf que... Et nous sommes en guerre. Et donc, si vous voulez, moi, voilà les deux nuances que j'introduis. Je pense qu'ils ne pourront pas tenir longtemps, enfin, en termes de réputation. Je pense vraiment que le groupe Muliez aura du mal à tenir en termes de réputation parce qu'ils vont se retrouver seuls en Russie à exploiter des entreprises alors que toutes les autres sont en train de se retirer.
On peut le condamner, mais c'est une réalité. Je me permets de le discours de Michel, il est complètement acceptable. Je donne deux éléments tout simplement de réflexion. La première, attention à, moi, je veux bien qu'on puisse maintenir, je viens de le dire, des salariés en Russie, parce que finalement, ils n'ont rien demandé. Mais vous imaginez la réaction des syndicats en France qui... Mais ils sont très mesurés, en fait. Il y a eu pour l'instant, je voudrais dire. Il y a eu un syndicaliste, on l'a toujours évoqué. Juridiquement, on va avoir des problèmes noirs. La deuxième chose, désolé Michel, je ne veux pas vous attaquer, attention, mais c'est vrai, l'Europe a pris des décisions politiques, etc. Mais est-ce que c'est à l'Europe de prendre ces décisions? Depuis quand l'Europe peut déclarer pratiquement une guerre, même économique, je pense qu'il y a des parlements nationaux qui sont élus pour ça, des présidents de la République, l'Ukraine a réveillé l'Europe. Oui, mais l'Ukraine, désolé, encore une fois, moi je suis pas du tout en train de justifier l'attaque de Poutine, qui est en train de faire des milliers de morts et de toutes les conséquences qu'on voit. Mais je comprends que Zelensky se trouve en guerre. Et qu'il fasse ce qu'il faut pour convaincre tout le monde. Il fasse le travail d'un président de la République d'un pays en guerre. Mais s'il continue comme ça, je ne voudrais pas que le reste de l'Europe se trouve en guerre, parce que je suis attaché à la paix et je voudrais que un autre sujet, la paix revienne aussi en Ukraine. Peut-être aussi grâce au fait que quelqu'un d'un autre côté du monde reste un peu froid sur la situation. Tout en disant que moi, en voyant les enfants, j'ai des enfants moi aussi. Mes enfants me demandent, mais comment ils font, ce petit, à arriver au soir? Est-ce qu'ils ont peur de mourir? Qu'est-ce qu'on leur dit? Je suis pas du tout en train de justifier Poutine, mais je dis, attention. Non, mais j'ai un mal. Il faut être capable dans la vie aussi de dire qu'on est très partagé. Je suis extrêmement partagée. J'ai des arguments pour ces entreprises. Il y aura des conséquences juridiques aussi, parce qu'on ne fait pas tout n'importe comment. Il y a un droit, il y a du droit. Et le discours de Michel est complètement audible. Il est tenu par beaucoup de gens qui disent qu'ils se battent en Ukraine pour sauver la démocratie, que si on laisse tomber l'Ukraine, ça va. C'est quelque chose qui va s'étendre considérablement. Je dois dire que je ne sais pas, et c'est pour ça que une consigne, moi qui suis une libérale, une consigne, en tout cas du gouvernement français, au moins, voilà, on sait ce qu'il en est. Oui, mais enfin, on serait les premiers à hurler en disant comment le gouvernement, etc., la liberté d'entreprendre, c'est très compliqué. Quand je voudrais préciser, cher Michel, que quand je dis le pauvre total, c'est parce que les attaques de Jadot ont été inqualifiables sur ce pétrolier, absolument inqualifiable, rappelons-le, qui l'a insulté de façon inouïe. Et c'est pas facile d'être Total aujourd'hui, hein. Absolument. En Russie. Je voulais qu'on revienne sur ce sondage IFOP Fiducial pour Sud Radio. 66% des Français soutiennent le concept de remigration. Alors c'est un sondage que nous avons commandé, qui me semble être un peu une lapalissade aussi, c'est-à-dire de dire qu'on va renvoyer les délinquants, les fichiers S et tous les indésirables. Je comprends qu'il puisse y avoir 66% de Français qui sont pour. C'était ce concept évoqué par Éric Zemmour. Encore une fois, si je peux me permettre d'apporter un point de vue non franco-français, je viens d'un pays qui a été un pays d'émigration, d'ailleurs aussi en France. Mais j'ai aussi vu beaucoup de personnes dans mon enfance, quand j'habitais en Italie par exemple, qui revenaient, notamment pour la retraite, pour la période de retraite, se réinstaller en Italie, donc dans leur pays d'origine, et bénéficier de la retraite qu'ils avaient gagnée, pour laquelle ils avaient cotisé à droite à gauche en Europe. Et donc parler des réémigrations, il faut s'entendre sur ce qu'on veut dire. Remigration, pardon. Il faut s'entendre sur ce qu'on veut dire, parce que personnellement, d'ailleurs, moi aussi, je suis descendant, deux de mes arrière-grands-parents étaient des migrants qui sont allés en Amérique et ils sont revenus en Italie. Donc, non, mais c'est pas le concept évoqué. C'est pas ce qu'évoque Éric Zemmour. C'est pour ça que je dis, il faut s'entendre sur ce qu'on veut dire. Moi, je vois rien de mal moi, je voudrais donner s'il vous plaît, je voudrais donner un autre exemple, peut-être qui correspond peut-être davantage au sujet qui a été mis sur la table par Éric Zemmour. C'est ce qui se passe en Corse aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on ne le dit pas assez? Mais une des raisons pour lesquelles ça flambe ou ça risque de reflamber en Corse, c'est parce que vous avez un Français qui a été sauvagement assassiné, parce que maintenant il est mort, donc on peut dire qu'il a été assassiné. On reviendra sur cette question. Assassiné par un islamiste camerounais qui
s'il y avait eu soit un ministère de la remigration, soit un service du ministère de l'Intérieur qui ne travaille que là-dessus, et une politique de bras de fer avec certains pays qui refusent de reprendre leurs migrants condamnés pour crimes, délits, etc., nous n'en serions pas arrivés au drame qu'on a connu il y a un mois et quelques jours. Donc c'est ça la remigration. Les Français souhaitent que l'État trouve les moyens de renvoyer dans leur pays d'origine les personnes qui ont fait des embargos sur la Russie, on peut le faire sur le Cameroun aussi. Et j'aimerais finir sur cet exemple, parce que cet islamiste, il est camerounais. C'est très important. Il est camerounais, c'est très important. Parce que on parle toujours de l'Algérie, de la Tunisie, le Maroc. Voilà. Le Cameroun, c'est un pays particulier de la relation entre la France et le Cameroun. Nous avions les moyens, plein de moyens, de demander au président Biya de reprendre cet islamiste et de le faire purger sa peine au Cameroun. Et il aurait accepté parce que les relations entre le Cameroun et la France sont plus apaisées qu'elles ne le sont avec les autres pays que j'ai mentionnés. Et l'effort n'a pas été fait. Et s'il y avait eu effectivement un dispositif efficace de remigration, eh ben on aurait évité ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Corse. Alors, je voudrais, c'est tout à fait juste, sauf que ce qui est très embêtant, c'est que le terme remigration, qui est un néologisme qui vient des États-Unis, a été immédiatement, les mots sont tellement forts en France, a été accaparé par l'extrême droite. C'est Zemmour qui veut un ministère de la remigration. Donc maintenant, plus personne pourra parler de remigration. Alors qu'il y a quelque chose de très intelligent dans ce concept, c'est que au lieu de fiches dehors à type qui est sans papier et qui bosse déclaré dans une boîte d'ailleurs, et de faire semblant qu'il faut qu'il ait X fiches de travail, de salaire pour pouvoir avoir un permis de séjour, toutes ces questions-là sur l'intégration, parce que la remigration c'est aussi l'intégration, c'est réfléchir à l'intégration. Et c'est un vrai sujet d'entreprise, parce que moi je pense qu'on s'intègre et tout se passe bien quand il y a du travail. Donc il y a vraiment quelque chose, je pense que l'idée est intelligente, elle est juste inutilisable maintenant. C'est Zemmour, c'est l'extrême droite, la remigration ça veut dire qu'on veut virer les gens. Or, alors qu'il y a un véritable sujet et que je pense qu'il faut s'y atteler et il faut effectivement, au lieu de virer les gens et de les reconduire à la frontière, voir ceux qui peuvent s'intégrer, ceux qui peuvent avoir... Mais là on parle pas de ça, là on parle de délinquants et de fichiers. Mais vous avez tout à fait raison, ce mot est piégé, ce mot fait peur, ce mot choque, et c'est pour ça que c'est intéressant quand vous regardez ce sondage qui montre finalement que la majorité des Français sont favorables à cette remigration. Eh bien ce sondage, il définit ce mot de la remigration. Il explique qu'il s'agit d'expulser les clandestins, tout le monde est plutôt d'accord là-dessus, parce que en fait c'est ne pas respecter la loi, les fichiers S étrangers et les délinquants étrangers. C'est ce qui fait avec ces définitions, lorsqu'on a défini en fait ce mot qui fait peur, ce mot qui est un mot piège, eh bien vous vous rendez compte qu'effectivement il y a une majorité des Français qui sont plutôt d'accord, parce qu'il s'agit finalement simplement de respecter la règle. Remigration, c'est d'évaluer ce mot. Je crois que les délinquants, on les réexpédie dans leur... C'est pas de la remigration, on les renvoie. Juste un petit détail quand même, Michel. Vous dites le renvoyer au Cameroun. Il est français, ce garçon. Il est français. Vous en faites quoi? Alors, dans ce cas-là, s'il est français, il aurait dû... Alors, vous avez tout à fait raison. Il a été remis, il a été arrêté. Il a été arrêté. Alors, vous avez raison. Il a été condamné et il a été remis à la France. Donc, ce que vous dites ne tient pas. Alors, je fais volontiers mon mea culpa parce que le Cameroun... Alors, je fais volontiers mon mea culpa parce que le Cameroun est parmi ces rares pays au monde où on ne peut pas avoir la binationalité. Ça veut dire que ce monsieur, à un moment donné, a dû choisir entre la nationalité camerounaise et française. Et rares sont les pays, c'est le cas de la Chine, c'est le cas du Cameroun et 3-4 autres pays dans le monde où on ne peut pas avoir une binationalité. D'ailleurs, il faudrait arrêter ces doubles nationalités. Mais dans ce cas-là, si... il est français, qu'est-ce qu'on fait? Il faut des mesures d'isolement plus strictes et il n'avait pas à croiser Colonna comme il l'a fait à de nombreuses reprises. Et encore une fois, il n'y a pas de responsabilité, il n'y a personne qui a été... Mais il n'est pas concerné par la remigration. Non, il n'est pas concerné par la remigration. Donc votre démonstration, elle tombe à côté de notre débat. Elle concerne... Valérie, je fais volontiers mon mea culpa, elle concerne, et c'est quand même la grande majorité d'entre eux, elle concerne le cas de ces nombreux criminels, terroristes et délinquants qui sont
binationaux ou étrangers. Excusez-moi, c'est peut-être pas le cas du meurtrier de Colonna, mais c'est quand même le cas de très nombreuses personnes qui ont commis des délits et des crimes. Noémie, en tout cas, juste rapidement, pour revenir vraiment sur ce terme de remigration et ce qui vaut politiquement, on sait qu'aujourd'hui il est porté principalement par Zemmour. Et ce qui est marrant, c'est que pour défendre ce terme et surtout cette idée-là, il s'inspire lui de Barack Obama parce qu'il explique que ça a été le déporteur in chef parce qu'il a renvoyé 2,5 millions d'immigrés illégaux pendant son mandat. Donc voilà, c'est un peu intéressant de voir. Bien sûr, mais c'est intéressant de voir son argumentation, si vous voulez, qui est un peu avec presque des policiers qui ont été concernés par des reconduites à la frontière. Ils vous disent que c'est quasiment impossible aujourd'hui. Des appels qui sont faits avec des avocats qui les défendent, des pays qui ne veulent pas les récupérer. Donc quand Valérie Pécresse dit eh bien on supprimera les visas, tout ça, c'est d'accord, mais c'est n'importe quoi. Si en Russie, justement, à faire des embargos sur la Russie, on ne réussit pas à faire des embargos sur le Cameroun d'accord, c'est pas concerné par ça. Je me demande ça parce que quand on parle des rémigrations, encore une fois, je parlais de mon exemple, de mes arrière-grands-parents, il faut aussi penser, quand Sophie disait de l'intégration, quand on accueille quelqu'un parce qu'il a tous les documents à règle, il travaille, etc., on peut de toute façon imaginer déjà qu'il souhaite à un moment revenir dans son pays. Donc, facilitons par exemple aussi tout un tas de choses qui permettent aux gens de repartir plus sereinement et dire merci à la France pour ce que... Oui, mais c'est pas le sujet. Ça n'arrive pas très souvent, généralement. Les gens qui viennent, ils sont là pour rester. Non, mais c'est pas le sujet. D'ailleurs, ils viennent avec rien. Pourquoi dire... justement, peut-être, il faudrait intervenir sur est-ce que c'est effectivement intéressant de rester en France à vitam aeternam ? Non, mais après, il y a des choses très faciles. Ce sont des gens qui viennent de pays très pauvres, qui rêvent de la richesse de la France et de la liberté. Pour rester dans le sujet, je voudrais revenir sur une aberration. Il n'y a pas un candidat, je voudrais qu'il réponde là-dessus, qui n'a réagi. Vous êtes chef d'entreprise. Vous avez un type qui arrive avec des papiers. Bon, c'est pas à vous de les vérifier. Vous sentez bien qu'ils sont pas forcément. Alors, Sophie, on est obligé de marquer une pause. Vous allez nous expliquer effectivement. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Alors, on parlait de la remigration, de ce concept, donc sondage IFOP fiducial pour Sud Radio. C'est un terme qui vous choque. 37% répondent oui. Alors évidemment, la France Insoumise répond 57% oui, ça me choque. Rassemblement National 29% non et Reconquête 18% ne sont pas choqués. En revanche, c'est un objectif, expulser les clandestins, les fichés S, les délinquants, les étrangers. 66% des Français répondent oui. Et effectivement, ça, 80% pour le Rassemblement National et 40% tout de même pour la France Insoumise. Sophie, alors racontez-nous votre histoire de sans-papiers. Oui, mais il est fondamental. Non, je finis mon histoire, c'est très court. Vous recrutez 30% des salariés de secteur, nettoyage, aide à la personne, etc. Regardez les gens avec leurs nounous qui vont essayer d'avoir des papiers, recrutent des gens. Mais là, je parle des entreprises qui recrutent des gens et qui les déclarent. Le type est déclaré, il bosse bien, il a un CDI, il est sous la loi française, il est payé comme les autres. Le mec est là, simplement ses papiers sont faux. Et il y en a énormément. Alors là, bon. La loi française. D'abord, si on voit que le type a des faux papiers, le chef d'entreprise, ça lui coûte une fortune, le mec est viré. Mais en même temps, la loi française, pour donner des papiers, exige que vous ayez 9 mois de fiche de salaire. C'est-à-dire qu'elle est complètement schizophrène. Donc moi, à Éthique, nous avons dit, ok, on a des gens qui sont là. Quand il y a un CDI et qu'il a un contrat de travail, il a une carte, ça s'appelle aux États-Unis une green card, il a une carte de travail et il a le droit, il a un permis de séjour le temps de ce contrat de travail. Donc après vous en faites avant ou après vous en faites ce que vous voulez. La remigration, c'est pas mon problème. Mais il faut savoir, et les candidats le savent très bien, ils sont embêtés sur ce sujet. J'ai posé la question à chacun. Un qui a été capable de répondre, sauf Zemmour qui a dit si, de toute façon je vire tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Il y a des gens formidables, salariés, qui bossent bien dans une boîte. On pourrait avoir aussi des gens formidables en France. Quand même. Oui, n'enculent pas des Français, ça marche pas ça. Non, mais c'est vrai qu'on sait qu'il y a des métiers que ne veulent pas faire les Français. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Sophie. Je pense qu'il y a une hypocrisie terrible et un droit des étrangers qui est d'une complexité absolument effarante. On ferait mieux de miser effectivement sur l'intégration de ceux qui veulent travailler
travailler, qui le prouvent en allant déjà bosser même quand ils sont sans papier. Mais j'aimerais revenir un petit peu sur la remarque fort pertinente que m'a faite Valérie en me disant oui, mais l'assassin de Ivan Colonna n'est pas français. Est français. Mais j'ai vérifié entre-temps. Ouais. Il a acquis la nationalité automatiquement à 18 ans. Ouais. D'accord ? Ouais. Entre-temps, il a prouvé sa haine de la France. Il a animé un commando taliban. Il a animé un commando taliban en Afghanistan. La déchéance de nationalité n'existe pas. Moi, je suis pour la... Mais on est dans un débat présidentiel avec des propositions pour la France. Moi, je suis pour la déchéance de nationalité de personnes qui ont prouvé dans les faits et dans les mots leur haine de la France. Le problème, il est là. C'est que dans un système qui intègre par le travail, par l'ascenseur social, les étrangers qui veulent être français et qui veulent travailler, qui veulent s'assimiler, et ceux qui ne le veulent pas, dehors. Voilà ce qu'il faut faire. Donc l'erreur, c'est qu'il n'y ait pas eu la possibilité de le déchoir de la nationalité française pour pouvoir le renvoyer au Cameroun. Et je vais vous dire, je le répète, vu les relations entre la France et le Cameroun, ça aurait été possible de l'obtenir si on avait pu actionner cette proposition qu'avait faite François Hollande, au lendemain des attentats du 13 novembre et qui a malheureusement été écartée. Je réponds à une auditrice qui dit non, Sophie, la green card est attribuée par loterie. Non, en partie en loterie, mais en partie, vous pouvez aussi l'acquérir quand vous avez un emploi. C'est totalement faux. Parce que vous n'avez pas d'emploi, ça c'est certain. Si vous n'avez pas d'emploi, la loterie n'est pas pour tout le monde. C'est totalement faux. Que dès qu'on parle de renvoyer quelqu'un à la maison, même s'il a commis des crimes, c'est la fin du monde. Et de ce point de vue, je rappelle l'exemple des États-Unis aussi, des États-Unis de Kamala Harris, qui n'est pas vraiment la plus grande raciste du monde, non. Qui a dit aux migrants de je ne me rappelle pas quel pays du centre de l'Amérique, restez chez vous. Ouais. Et il y a des expulsions très, très, très consistantes de la part des États-Unis. Mais même, vous avez le passeport français, vous arrivez aux États-Unis et l'immigration à la frontière vous refoule, vous mettez pas de pieds aux États-Unis. D'accord, il y a une configuration géographique différente. Mais quand même, on peut pas non plus. C'est pas les mêmes, les Américains. D'accord. Oui, mais Mathéo, c'est le modèle vers lequel nous allons aller. C'est le modèle vers lequel nous allons aller. C'est de devoir nous surprotéger, puisque effectivement. Non, mais c'est même pas surprotéger. C'est tout simplement savoir qui rentre dans le pays, vraiment, qu'il n'y a pas de problème de faux papiers, parce qu'encore une fois, je rebondis sur ce que disait Sophie. Je ne vais pas refaire mon histoire, mais quand même, mes arrière-grands-parents. Si vous allez à Ellis Island, vous avez la trace du passage en 1901. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les ordinateurs. Et on savait où allait la personne, chez qui, si elle avait un travail ou pas. Si elle n'avait pas un travail, elle rentrait chez elle. Et en plus, on faisait des contrôles vraiment à la limite de l'humain. C'était pas le même monde. Non, entre-temps, il y a quand même une idéologie qui s'est largement développée, c'est celle du transfrontiérisme. C'est une idée qu'il faudrait un monde. C'est-à-dire qu'entre-temps, effectivement, vous avez des militants qui veulent abattre les frontières, qui veulent abattre les identités, qui ne s'en cachent pas. Et ce sont ces gens-là, aujourd'hui, qui sont en train de construire le monde idéal selon eux, mais qu'en fait, qu'il y a un monde qui construit d'abord des murs et qui ne provoque que des conflits, parce que en fait l'identité, la frontière, c'est comme c'est Régis Debray qui avait écrit un petit éloge de la frontière, un petit bouquin. Il expliquait que même le nourrisson, il a lui-même son enveloppe qui le protège, parce qu'on ne naît et on ne respire que lorsqu'on a soi-même ses propres limites autour de soi. Donc en fait la frontière, c'est quelque chose de fondamentalement d'ontologiquement humain, et on peut pas s'en défaire. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que la frontière aussi, ça a été accaparé il y a quelques années par le FN, et donc c'est mal vu. Il y a un politiquement correct qui fait que quand vous parlez de frontières, c'est plutôt mal vu. Et Marine Le Pen, là, se fait entendre beaucoup mieux, etc., et maintient ce concept de frontière, et on comprend ce que ça veut dire quand on voit l'Ukraine, d'ailleurs. C'est drôle, ceux qui disent que les Ukrainiens font bien de défendre leur nation, mais par contre en France, quand vous parlez de ce genre de questions identité, alors là ils sursautent. Absolument. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays où vous devez avoir un permis de travail pour pouvoir séjourner. Un auditeur, Xavier, me dit, quand je suis allé vivre en Équateur pour écrire un guide touristique, j'ai eu un visa de travail d'1 an renouvelable 2 fois, avec obligation de rentrer en France ensuite, et pas de possibilité de faire venir ma famille. C'était en 93, et c'est le cas effectivement. Et puis le regroupement familial, rappelons
rappelons-le, le regroupement familial, c'est terrible à dire parce que c'est sympathique, c'est un drame. Et Emmanuel Macron l'a élargi aux frères et sœurs. Ouais. Donc, ouais. Michel, un mot rapidement, c'est fini. Oui. Il y a un lien entre la question des migrants et la crise énergétique que l'on voit avec l'Ukraine. C'est passé presque inaperçu cette semaine. L'Espagne a rétabli ses relations diplomatiques, je la fais vite, avec le Maroc. Parce qu'il y avait des très très fortes pressions migratoires à la frontière marocaine, européenne. Et donc l'Espagne a cédé et a renoué ses relations diplomatiques avec le Maroc. Conséquence, l'Algérie a déjà fait savoir, et il va le confirmer certainement d'un jour à l'autre, qu'elle n'enverra pas de gaz naturel à l'Europe, alors que nous en aurions grand besoin pour justement nous libérer de l'emprise russe. Vous voyez, tout se tient. Pression migratoire, chantage énergétique. L'Europe est vraiment dans une situation extrêmement compliquée. Merci à tous les quatre. Très bon week-end à l'écoute de Sud Radio. Merci. Le grand matin avec Jean-Marie Bordry demain, évidemment avec de nombreux invités et qui continuera à débattre de l'info. À lundi.